Je suis assis à la terrasse du café, le bruit de la ville de Paris enveloppant mes pensées. Le soleil brille, et cette chaleur douce me rappelle pourquoi j'aime tant cet endroit. Julien est en face de moi, un café à la main, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Tu sais, Étienne, je ne comprends pas pourquoi tu es si méprisant envers la religion. On dirait que tu te plais à la critiquer, dit-il, sa voix trahissant une frustration contenue. Je soupire, balançant ma cuillère dans ma tasse. Julien, la religion est une illusion, une béquille pour ceux qui ont peur de l'inconnu. Regarde autour de nous. Les gens s'accrochent à des croyances qui n'ont aucun fondement. Je préfère affronter la réalité telle qu'elle est. Mais la foi apporte du réconfort à beaucoup de gens, rétorque-t-il, un froncement de sourcils marquant son visage. Et qui es-tu pour juger ce qu'ils choisissent de croire? Je roule des yeux, dédaigneux. Je ne juge personne, mais je refuse de me soumettre à des dogmes qui n'ont aucune preuve. C'est juste ridicule. Il se penche en avant, comme s'il voulait me convaincre. Et si tu étais confronté à une expérience qui te prouvait le contraire? Tu serais prêt à changer d'avis? Je ris, un rire amer, presque sarcastique. Je ne crois pas qu'une telle expérience puisse arriver. La vie est une série de coïncidences et de choix. Rien de plus. Julien semble déçu, mais je le vois hésiter à poursuivre. À la place, il prend une gorgée de son café, puis change de sujet. Tu as des nouvelles de Camille? Je hoche la tête, un peu distrait. Elle est toujours occupée avec son travail. Tu sais comment elle est. Toujours à courir après le temps. Peut-être qu'elle aurait besoin de plus de soutien de ta part, suggère Julien, un ton sérieux dans sa voix. Je fronce les sourcils. Camille est une femme forte, elle n'a pas besoin de moi. Elle se débrouille très bien toute seule. Il m'observe, et je sens une tension s'installer entre nous. Parfois, il est important d'être là pour les autres, Étienne. Ne laisse pas ton cynisme te couper des gens qui comptent. Je lui lance un regard noir, mais je sais qu'il a raison. Dans un instant de distraction, je regarde mon téléphone. Un message. Je l'ouvre rapidement, distrait par l'écran brillant. Mes pensées s'éparpillent, et je ne fais pas attention à la route. C'est alors que tout bascule. Un klaxon retentit, un crissement de pneus, puis le choc brutal de la carrosserie contre un autre véhicule. L'impact est assourdissant. La douleur me traverse, mais avant que je puisse comprendre ce qui se passe, tout devient noir. Quand je reprends conscience, c'est dans un endroit étrange. Je flotte, sans poids, sans douleur. Une lumière brillante m'entoure. Je n'ai pas de corps, juste une conscience. Des images défilaient devant mes yeux, des visions de paix, de joie, de lumière. C'est comme si le temps n'existait pas ici, comme si j'étais dans un rêve éveillé. Étienne. Une voix douce m'appelle. Je tourne la tête, mais je n'ai pas de corps pour le faire. Je suis simplement là, flottant dans ce qui semble être un océan d'éclats. Je n'ai jamais ressenti une telle paix auparavant. C'est merveilleux. Je vois des visages, des souvenirs, des gens que j'ai aimés. Mais il y a aussi des ombres, des cris, des larmes. Que se passe-t-il? Je veux crier, mais aucune voix ne sort de ma bouche inexistante. Tout cela est confus, mais quelque chose en moi commence à changer. Une question se forme au fond de mon être. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Peu à peu, je sens que je suis en train de revenir, mais cette expérience, cette lumière, va me hanter. Quand je sortirai de cet état, je saurai que rien ne sera plus jamais comme avant. Je me suis réveillé dans un endroit qui ressemblait à une salle d'hôpital, mais tout semblait flou. Les lumières blanches me faisaient mal aux yeux, et j'avais cette sensation étrange, comme si je venais de traverser une frontière que personne ne devrait jamais franchir. Mon cœur battait la chamade, et je me suis redressé lentement, essayant de comprendre ce qui se passait. La dernière chose dont je me souvienne, c'était l'accident. J'avais été distrait par mon téléphone. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Étienne? La voix douce de Camille me parvint, comme une mélodie familière. Elle était là, à mes côtés, ses yeux pleins d'inquiétude. Oh mon Dieu, tu es enfin réveillé. Je l'ai regardé intensément, cherchant des réponses dans son visage. Mes souvenirs de l'accident étaient flous, mais ces visions restaient gravées dans ma mémoire. Camille, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu des choses. Des choses que je ne peux pas expliquer. Elle frissonna légèrement, et j'ai pu voir qu'elle essayait de garder son calme.
Qu'est-ce que tu veux dire par « vu des choses » demanda-t-elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les posait sur mes épaules. J'hésitais, cherchant les mots justes. J'étais dans un endroit magnifique. C'était comme le ciel, mais différent. Il y avait une paix indescriptible. Puis, j'ai aussi vu des choses terrifiantes. Des ombres, des cris. Camille, ça m'a bouleversé. Je ne peux pas le décrire avec des mots. Le regard de Camille devint plus sérieux. Étienne, ce sont des hallucinations. Tu étais sous l'effet des médicaments. Tu dois te reposer. Non, ce n'était pas ça, m'exclamai-je, la voix tremblante. C'était réel. Je sais que c'était réel. Et maintenant, je ne peux plus continuer à vivre comme avant. Elle se leva, faisant les 100 pas dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles de ta vie, de notre vie. C'est tout ce que tu as toujours connu. Je la suivis du regard, le cœur lourd. Je ne peux pas faire semblant d'ignorer ce que j'ai ressenti. C'est comme si tout ce que je croyais était une illusion. La science, la logique, tout cela semble si vide maintenant. Camille s'arrêta, se retourna vers moi, un mélange de peur et de frustration dans ses yeux. Étienne, tu es en train de dire que tu ne crois plus en rien de ce que nous avons construit ensemble? Ce n'est pas ça, Camille. Je sentais mes émotions s'intensifier. Je cherche quelque chose de plus profond. Je veux comprendre pourquoi je suis ici, ce que cela signifie vraiment. Elle soupira, visiblement perdue. Écoute, je veux que tu sois heureux. Mais j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'incertitude. J'avais besoin de partager mon expérience, de trouver des gens qui comprenaient ce que je vivais. C'est ainsi que je décidai de rejoindre un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des expériences de presque mort. La première rencontre se déroula dans une salle du centre communautaire. Je me sentais nerveux, mais une part de moi était impatiente de rencontrer d'autres âmes perdues. La salle était remplie de visages inconnus, chacun portant une histoire invisible. Je m'assis sur une chaise, le cœur battant. Bonjour à tous, je suis Marc, et je suis ici pour vous écouter, annonça l'animateur avec un sourire chaleureux. Qui veut commencer? Une femme, avec des cheveux grisonnants et des yeux brillants, se leva. Je m'appelle Sophie. J'ai eu une expérience similaire. J'étais dans un coma après un accident de voiture. J'ai vu des choses, des lumières, des êtres. Je l'écoutais attentivement, et quelque chose en moi vibra. Elle parlait de paix, de réconfort, de lumière. Je levai la main timidement. Je suis Étienne. J'ai aussi vécu quelque chose d'étrange. Je pensais que j'étais seul dans cette expérience. Mais les regards se tournèrent vers moi, et je ressentis une chaleur réconfortante. Je partageais mon histoire, mes visions, mes doutes. À mesure que je parlais, je voyais des têtes hochées, des larmes couler. Ce n'était pas seulement moi qui vivais cette transformation. D'autres l'avaient fait aussi. À la fin de la réunion, plusieurs personnes vinrent me voir, me félicitant pour mon courage. Je me sentais moins seul, comme si un lien invisible s'était tissé entre nous. Peut-être que ce chemin que je commençais à emprunter n'était pas aussi effrayant que je le pensais. Je suis assis sur une banquette en bois d'une église locale, le parfum du bois ancien et des bougies allumées flottent dans l'air. Les murs sont ornés de vitraux colorés qui projettent des motifs lumineux sur le sol. C'est ici que je cherche des réponses, un sens à ce que j'ai vécu. Mes doigts jouent nerveusement avec la chaîne de mon pendentif, un symbole de ma nouvelle quête. Je ne sais pas encore si je suis là pour moi ou pour fuir le vide que mon accident a laissé dans ma vie. Étienne, tu es sûr de vouloir faire ça? Demande une voix familière, celle de Camille. Je me tourne vers elle, son regard est inquiet, presque triste. Je ne sais pas, Camille. Mais je ressens le besoin d'explorer cette foi qui m'est apparue pendant mon coma. Il y a quelque chose ici, quelque chose de plus grand que moi. Elle soupire, secouant la tête légèrement. Je comprends, mais tu étais si cynique avant. Et maintenant, tu te précipites dans une église. Je la fixe, ressentant le tiraillement entre son scepticisme et mon émerveillement. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était réel. Je me suis senti en paix. Le sermon commence, et je me concentre sur les paroles du prêtre, cherchant des échos de mon expérience. Les mots résonnent en moi, mais la voix de Julien me rend également. Il a toujours été mon ami, mon complice dans le cynisme.
La dernière fois que nous avons discuté, il m'a regardé avec cette expression de déception. Je ne te reconnais plus, Étienne. C'est comme si tu étais devenu un étranger. Tu es en train de te perdre dans cette illusion, avait-il dit, sa voix pleine de frustration. Mais que sait-il de ce que j'ai vécu? Je ne peux pas lui en vouloir. Il ne peut pas comprendre la lumière que j'ai vue, la chaleur de l'amour inconditionnel qui m'a enveloppé. À la fin du sermon, je m'approche du prêtre, hésitant. Excusez-moi, père. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous enseignez ici, sur la foi. Il sourit avec bienveillance. La foi, mon fils, est un voyage. Chaque personne a son propre chemin. Ce que vous ressentez est précieux. Ne le laissez pas s'évanouir. Je hoche la tête, le cœur battant. Peut-être que je peux trouver une communauté ici, des gens qui comprennent. Mais en sortant de l'église, je retrouve Julien sur le parvis, la colère et l'inquiétude mêlées sur son visage. Étienne, s'écrie-t-il, me bloquant le chemin, je t'attendais. Écoute, tout ça, c'est dangereux. Tu es en train de te faire manipuler par des gens qui ne savent rien de ta douleur. Je me sens attaqué, comme si chaque mot qu'il prononçait était un coup. Julien, je ne me fais pas manipuler. J'essaie de trouver un sens à ma vie. Un sens? Il éclate de rire, mais c'est un rire amer. Tu trouves du sens dans des contes de fées? Regarde autour de toi, la réalité est là. Et si la réalité n'était pas tout, rétorquai-je, le défi dans ma voix. J'ai vu quelque chose qui dépasse notre compréhension. Je ne suis pas en train de fuir la réalité, je l'affronte. En te tournant vers des croyances qui n'ont pas de fondement. Il secoue la tête, visiblement frustré. Tu es en train de te perdre, Étienne. Je ne veux pas te voir sombrer. Je sens ma colère monter, mais je sais que c'est aussi de l'amour qui anime ces paroles. Et que veux-tu que je fasse, Julien? Retourner à la vie que j'avais avant? À ce vide? Il s'arrête, le regard plus doux. Non, mais ne te laisse pas emporter par des illusions. Rappelle-toi qui tu es. Je me retrouve à balancer entre deux mondes, celui de ma nouvelle foi, avec ses promesses de paix et d'amour, et celui de mon ancien ami, qui représente la rationalité et le scepticisme. La tension est palpable, et je sens que chaque mot de Julien me tire vers une direction, tandis que chaque pensée de ma foi me pousse dans l'autre. Je tourne les talons et m'éloigne, le cœur lourd. Dans ma quête de sens, je me sens maintenant plus perdu que jamais. Je me tenais là, face à Camille, le cœur lourd, partagé entre l'excitation de ma nouvelle spiritualité et l'inquiétude de la voir si distante. Nous étions dans notre salon, la lumière du soir filtrait à travers les rideaux, créant une ambiance douce et mélancolique. Elle avait ce regard, à la fois triste et résigné, qui me transperçait l'âme. Étienne, je comprends que ce que tu as vécu t'a profondément changé. Mais, commença-t-elle, sa voix tremblante, je ne sais pas si je fais encore partie de cette nouvelle vie que tu construis. Je déglutis, cherchant les mots justes. Camille, tu fais toujours partie de ma vie. Mon expérience m'a ouvert les yeux, mais cela ne signifie pas que je veux te perdre. Au contraire, je veux que tu sois à mes côtés dans ce voyage. Mais je n'arrive pas à te suivre. Tu parles de ciel et de vision, et moi, je me sens laissé pour compte. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé, dit-elle, les larmes aux yeux. Je m'approchai d'elle, prenant ses mains dans les miennes. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Je suis toujours Étienne, celui qui t'aime. C'est juste que j'ai découvert une nouvelle dimension de la vie. Si tu veux, je peux tout expliquer. Elle secoua la tête, désespérée. Je ne suis pas contre ta spiritualité, mais je crains que tu ne te détournes de moi. Je veux juste que tu me parles, que tu partages ce que tu ressens. Je fermai les yeux un instant, réalisant que ma quête de sens avait créé un fossé entre nous. Je vais essayer, Camille. Promets-moi que tu me diras quand tu te sens exclu. Je ne veux pas que cela nous détruise. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il y avait encore une ombre de doute sur son visage. J'avais l'impression que chaque mot que je prononçais était une tentative désespérée de reconstruire une connexion qui semblait s'éloigner. Le lendemain, j'avais pris une décision, je devais partager mon histoire, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui pourraient bénéficier de mon expérience. Je m'étais inscrit pour un témoignage public dans un petit centre communautaire, convaincu que mon histoire pourrait apporter de l'espoir à d'autres. Le jour J, l'adrénaline pulsait dans mes veines alors que je me tenais devant le microphone. La salle était remplie de visages curieux, certains sceptiques,
d'autres avides d'entendre ce que j'avais à dire. Je respirais profondément, puis je commençai à raconter mon expérience de presque mort, décrivant les visions de lumière, de paix, de l'amour incommensurable que j'avais ressenti. J'étais perdu dans un tunnel d'obscurité, puis j'ai vu cette lumière, magnifique, qui m'a enveloppé. J'ai ressenti un amour si profond que je ne peux pas l'expliquer, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Les visages dans l'audience étaient rivés sur moi, certains semblaient émus, d'autres perplexes. Mais alors, un homme se leva au fond de la salle, les bras croisés, l'air défiant. « Étienne, tu parles de paix et de lumière. Mais que fais-tu de la souffrance qui nous entoure? Est-ce que ta foi te protège de cela ?» Je le regardai, surpris par sa véhémence. « Non, je ne crois pas que ma foi soit un bouclier contre la souffrance. Mais elle m'a appris à voir la douleur d'une manière différente. J'ai compris que chaque épreuve a un sens. Ça ressemble à une fuite, riposta-t-il. La réalité est que nous souffrons, et ta lumière ne changera rien à cela. » Le murmure de l'audience se transforma en une onde de désapprobation. Mon cœur battait la chamade. J'étais là pour partager, pas pour me défendre. Mais je sentais la pression de ces mots, comme une tempête prête à éclater. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne suis qu'un homme qui a vécu quelque chose d'unique. Mais je crois sincèrement que nous pouvons trouver un sens même dans la douleur, que nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans nos luttes. Je m'arrêtai, le souffle court, réalisant que la confrontation avait attisé des doutes en moi. J'étais ici pour partager, mais je me retrouvais à défendre ma vérité. Je scrutais la salle, cherchant des visages amicaux, mais je vis aussi des regards incrédules et critiques. L'émotion me submergeait, et je savais que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Je me trouvais dans un tourbillon d'émotions après mon témoignage. Les visages des gens dans la salle, certains pleurant, d'autres perplexes, restaient gravés dans ma mémoire. Mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas seulement le regard des autres. C'était la tempête qui grondait en moi. Les messages de soutien affluaient sur mon téléphone, mais j'avais aussi reçu des menaces. « Tu es un fou, Étienne. Retourne dans l'obscurité où tu appartiens. » Ce message en particulier m'avait glacé le sang. Je ne m'étais jamais attendu à ce qu'une révélation aussi personnelle puisse générer autant de haine. Je m'étais assis à la table de la cuisine, un café fumant entre les mains, regardant Camille qui feuilletait un magazine sans vraiment le lire. Elle était distante depuis mon retour à la maison, et je sentais une tension palpable dans l'air. « Camille, commençai-je, ma voix tremblante. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce que j'ai dit là-bas ?» Elle leva les yeux, son regard hésitant. « Je ne sais pas, Étienne. Une partie de moi veut te soutenir, mais une autre partie a peur. Peur de ce que cela signifie pour nous. Je ne veux pas que tu aies peur de moi, dis-je, le cœur lourd. Tout ce que je veux, c'est comprendre. Comprendre ce que j'ai vécu et comment cela peut nous aider. » Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est juste que, tu es devenu quelqu'un d'autre. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. » Mon téléphone vibra sur la table, interrompant notre conversation. Je regardai l'écran et vis un autre message. Je me sentais submergé. « Regarde, je reçois des messages de gens qui ont vécu des choses similaires. Ils ont besoin de moi. Je dois continuer. Et si cela te détruit? Si cela détruit notre famille, s'exclama-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. Je me levai brusquement, trop agité pour rester assis. Je comprends que tu sois inquiète, mais pense à ce que j'ai ressenti. Cette paix, cette lumière. Je ne peux pas ignorer ça. C'est plus grand que moi. La tension entre nous était palpable. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Et si je te disais que, je suis enceinte? Sa voix était à peine un murmure. Mon cœur s'arrêta un instant. Quoi? Tu es sérieuse? La réalisation de ce que cela signifiait me frappa. Une nouvelle vie, un nouveau départ, mais aussi des responsabilités. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle se leva, s'approchant de moi. J'avais peur. Peur que tu ne sois pas là, que tu te perdes encore plus dans ta quête spirituelle. J'avais besoin de temps pour digérer cette nouvelle, mais maintenant, je suis ici, et je veux que tu sois là aussi. Je l'examinais, la réalisant réellement pour la première fois depuis mon retour. Camille, je suis là. Je veux être là pour toi et pour notre enfant. Mais je ne peux pas renoncer à ce que j'ai découvert.
C'est trop précieux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour notre enfant, demanda-t-elle, une larme coulant le long de sa joue. Je fermai les yeux, me sentant perdu. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être sur un chemin que je ne peux pas encore voir. Mais je sais que je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. Les doutes commençaient à m'envahir. Je me demandais si je faisais le bon choix. Si ma quête spirituelle nous éloignait, au lieu de nous rapprocher. Mais ces visions, cette paix. C'était quelque chose que je ne pouvais ignorer. Je vais essayer de trouver un équilibre, Camille. Je te le promets. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans son regard. Je veux que tu sois heureux, Étienne. Mais je ne veux pas que cela nous éloigne encore plus. Je pris sa main dans la mienne, ressentant la chaleur de son contact. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas. Je vais parler à Julien, à tous ceux qui ont du mal à comprendre. Je vais leur montrer que ma foi ne me change pas en un étranger. Mais au fond de moi, une voix persistante chuchotait des doutes. Était-ce vraiment possible? Je m'étais engagé sur un chemin que je ne comprenais pas entièrement, et maintenant, je devais jongler avec mes convictions renouvelées et le bonheur de ma famille. La nuit tomba lentement, enveloppant notre appartement d'une ombre réconfortante, mais aussi d'une incertitude inquiétante. Je suis assis à mon bureau, les mains tremblantes, entouré de papiers éparpillés et de livres ouverts, lorsque mon téléphone vibre sur la surface en bois. C'est un numéro que je ne reconnais pas, mais une intuition me pousse à répondre. La voix au bout du fil me semble familière, mais je ne parviens pas à mettre un nom sur elle. Étienne? C'est Luc. Nous avons travaillé ensemble chez Dufresne et Associés. Un frisson me parcourt. Luc, un collègue que je n'ai pas vu depuis des années. Je me souviens de ses blagues sur le bureau et de son rire contagieux. Je me demande ce qui l'amène à me contacter après tout ce temps. Écoute, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est à propos de l'accident. Le tien. Mon cœur s'emballe. Je n'ai jamais parlé de mon expérience de presque mort à qui que ce soit en dehors de Camille et de mon groupe de soutien. Qu'est-ce que Luc peut bien savoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là, dis-je, essayant de garder ma voix calme. J'ai vécu quelque chose de similaire, Étienne. Un accident de voiture. Je n'ai jamais partagé mon expérience. J'avais peur de ce que les gens penseraient. Mais je crois que c'est important que tu le saches. Je me sens soudain assailli par une vague d'émotions. Je pensais être le seul à avoir traversé ce genre d'expérience. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé de cela? Luc, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ça aurait pu m'aider, dis-je, ma frustration se mêlant à l'inquiétude. Je sais. Mais la peur nous enferme, n'est-ce pas? Je t'appelle parce que c'est plus que ça. J'ai découvert quelque chose sur nos familles. Je me redresse sur ma chaise, l'adrénaline me faisant presque vibrer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es au courant que nos familles ont des racines communes? Son ton est sérieux, presque solennel. Je pense que, tu as une demi-sœur, Étienne. Le monde autour de moi semble s'effondrer. Une demi-sœur? Comment cela est-il possible? Mes parents ne m'ont jamais parlé de cela. Est-ce une blague? Luc, tu es sûr de ce que tu dis, demande-je, luttant pour garder ma voix posée. Oui. J'ai fait des recherches. Elle s'appelle Claire. Elle a également vécu une expérience de presque mort. Elle pourrait comprendre ce que tu ressens. Mes pensées s'emballent. Une demi-sœur. Je me sens trahi par mes propres parents. Pourquoi ne m'ont-ils jamais dit? Je me sens tiraillé entre la colère et l'excitation. Où est-elle? Que sait-elle de moi? Je ne peux m'empêcher de poser ces questions, ma curiosité remplaçant peu à peu mon chagrin. Je crois qu'elle vit à Lyon. Je peux te mettre en contact avec elle, mais je te préviens, ça pourrait chambouler ta vie. Je prends une profonde inspiration, le poids de la révélation m'écrasant. Oui, fais-le. Je dois savoir. Il y a une pause au bout du fil. Luc semble peser ses mots, puis il dit enfin, Étienne, cette découverte pourrait t'aider à redéfinir qui tu es, ta foi, tout. Je hoche la tête, même si je sais qu'il ne peut pas me voir. Je sais, merci, Luc. Merci de m'avoir appelé. Je raccroche et reste assis là, la tête pleine de questions. Une demi-sœur. Une connexion que je n'ai jamais connue. Une partie de moi qui a été cachée.
Je me demande si Claire a vécu des choses similaires, si elle a ressenti cette paix inexplicable que j'ai ressentie pendant mon expérience de presque mort. Je me lève, le cœur battant, et me dirige vers la fenêtre. Paris s'étend devant moi, magnifique et mystérieux. Je comprends que cette révélation ne fait qu'ajouter une nouvelle couche à ma quête de sens. Qui suis-je vraiment? Que signifie ma foi désormais, alors que je découvre des facettes de ma vie que je n'aurais jamais imaginées? Je réalise que je dois rencontrer Claire, non seulement pour comprendre mon passé, mais aussi pour envisager mon avenir. Peut-être que cette rencontre sera la clé pour résoudre les questions qui m'assaillent depuis mon accident.